La kinésithérapie à l'hôpital, nous allons en parler ensuite dans le vif du sujet. Je vais demander à Martin Hirsch de me rejoindre, ainsi qu'à Raymond Lemoigne et François-Régis Saran. Monsieur Lemoigne, voilà, Monsieur Saran, il est là ou pas? Il est là, il arrive. Il était à peine encore en train de soigner un patient. Hop, directement chez nous. Installez-vous, voilà, tous les trois. Non, là-bas, ce sera mieux, vous voyez. Ah, faut jamais se lever de son fauteuil parce qu'on se fait piquer sa place, mais alors... Bien. Martin Hirsch, vous êtes directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris depuis 2013. Raymond Lemoigne, vous êtes directeur général du CHU de Toulouse. Auparavant, vous étiez directeur adjoint du cabinet de Marisol Touraine. Et puis François-Régis Saran, vous êtes kinésithérapeute au CHU d'Amiens. Vous faites partie donc des 14% de kinés en France qui sont salariés. N'est-ce pas? Et vous le vivez comment? On le vit bien auprès de nos patients, parfois de manière un peu plus difficile quand on ne peut pas tous les voir, mais on essaie de faire de notre mieux. Bien. Alors, Martin Hirsch, un groupe de travail a été mis en place au sein du ministère pour réfléchir à l'attractivité des métiers de la rééducation en milieu hospitalier. On ne peut pas dire que la maison brûle, mais à vrai dire, on n'en est pas très loin. Oh là, je ne pense pas que la maison brûle. Effectivement, on a des difficultés qui ont été exposées, qui sont réelles et qu'on veut résoudre. L'attractivité de l'hôpital, avant de parler de conditions d'exercice ou de rémunération, on a fait beaucoup d'efforts sur nos plateaux techniques ces dernières années, vous le savez, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, on a maintenant des plateaux techniques de très grande qualité qui permettent de faire beaucoup de choses. Un gros effort a été fait. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement une diversité de patients extrêmement large, des besoins très forts, donc ce paradoxe d'avoir moins d'attractivité de kiné, effectivement, non pas des suppressions de postes, mais des postes vacants. Quand les postes sont vacants trop longtemps, à un moment on les supprime parce qu'il y a d'autres endroits où ils ne sont pas vacants, etc. Mais le fait générateur, si des kinés viennent chez nous, les postes seront là sans aucun problème, en tout cas pour ce qui concerne l'assistance publique. Résultat, des postes non pourvus ou pourvus par des non-professionnels de santé. Non. C'est vous une voulez dire par là réalité. Comment? C'est une réalité, non, Monsieur Lemoigne? Je sens que la question gêne. Non. Ah non, je dirais que, donc, comme tout le monde est sachant ici, il y a eu effectivement des recrutements anormaux dans des établissements de santé sur des emplois vacants de postes de masseur kinésithérapie. Voilà. À ma connaissance, ils sont concentrés géographiquement, c'est-à-dire qu'on sait où les problèmes sont survenus. Ils ne sont pas à l'assistance publique de Paris, voilà, donc, et ils ne sont pas au CHU de Toulouse. Voilà. Ah, mais c'est pas chez vous. C'est pas chez vous, donc, mais il y a quand même un problème. Après, je veux dire qu'effectivement, je veux dire qu'on est dans un système où une difficulté survient, un problème de recrutement s'installe durablement, et donc des stratégies de contournement sont en train de s'édifier. Et donc c'est ça qu'il faut effectivement aller interroger. Et donc ça, après, réinterroge les limites et la clarté, la lisibilité de nos organisations, les responsabilités qui échoient aux uns et aux autres, et les messages qui sont faits. Je veux dire qu'évidemment, comme il y a un certain nombre de professions sont en train d'évoluer dans leur périmètre d'intervention. Gardez bien le micro. Les métiers évoluent en permanence, y compris la frontière entre un professionnel de santé et ce qui n'est pas un professionnel de santé. Donc, à un moment donné, vous avez des établissements de santé, privés et publics, qui, fondés sur l'autonomie de recrutement qui sont les leurs, déploient des stratégies pour compenser un manque, une difficulté. C'est ça qu'il faut interroger, parce que ça, ce n'est pas autre chose qu'un indicateur de la faiblesse de nos organisations, de nos fonctionnements et de la façon dont on veut intégrer les métiers dans les prises en charge multidisciplinaires. Donc à la question, est-ce que ce type de difficulté existe? La réponse est oui. Elles sont très limitées, elles sont circonscrites géographiquement et elles font l'objet d'un repérage systématiquement. Et le Conseil national, comme je les connais, veille de façon très précise à signaler ce type de dérapage. Alors, le premier problème, c'est l'attractivité salariale. Le gouvernement a fait des propositions dans ce sens. On ne peut pas dire qu'elles fassent l'unanimité auprès des professionnels. Alors,
est-ce qu'on est condamné à voir les métiers de la rééducation quitter le secteur hospitalier? Ben, j'espère que non. J'espère que non, on en a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire, hein? Nous, on a mis en œuvre, on est en train de mettre en œuvre un certain nombre de choses. On va commencer au stade de la formation qui a été évoquée, qui a été pointée à juste titre dans la table ronde précédente comme une vraie question. Donc maintenant, nous prenons des étudiants en master kinésithérapie en alternance, ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc les chiffres ne sont pas encore très impressionnants, il doit y en avoir une dizaine aujourd'hui, mais le pli est pris, et donc ça c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire et qui répond aux besoins du financement des études. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on propose à des étudiants de pouvoir être embauchés à l'AP sur un poste d'aide-soignant contractuel pendant leurs études, contre un engagement de servir. Ce qui permet effectivement de pouvoir vivre pendant cette période d'études et puis de rester quelques années après. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en œuvre, sur lequel ça semble attractif et pour lequel on est prêt à monter plus loin si ça répond à un besoin et si effectivement ces engagements sont tenus. Donc on a deux mesures assez fortes. Je ne sais pas si d'autres établissements ont cette même politique. En tout cas, on est prêt à partager notre début d'expérience, qui n'est qu'un début d'expérience, mais on a vraiment la volonté de poursuivre dans ces deux voies-là. Et puis la troisième chose qu'on sait, c'est que les vacations sont trop mal payées. Donc on les a augmentées, doublées, de telle sorte qu'on puisse effectivement favoriser des exercices mixtes de kinés libéraux qui puissent venir faire des demi-journées à l'hôpital dans des conditions qui soient payées honorablement. Donc effectivement, ça nous force à bouger, mais l'idée que la présence des masseurs kinés à l'hôpital soit menacée et qu'on imagine un modèle de séparation est une idée contre laquelle on va se battre avec acharnement, et j'ai l'impression qu'elle est partagée par cette salle. Ma présence ici témoigne de l'importance qu'on attache à la présence des masseurs kinésithérapeutes à l'hôpital. Ils sont indispensables à notre projet d'établissement, ils sont indispensables à la bonne prise en charge des malades. Et aujourd'hui, on fait face à des difficultés de recrutement dans certains établissements et on essaye de prendre ça de front, pas tout seul, mais en discutant avec la profession, pour voir comment, depuis le début de la formation jusqu'aux conditions d'exercice, on peut mieux répondre aux attentes des professionnels. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on prend des apprentis masseurs kinésithérapeutes, ce qui est une nouveauté. On n'avait jamais fait cet effort-là de construction d'un parcours dès la formation permettant de les rémunérer. Et puis, on a bien évidemment augmenté le taux de vacation des masseurs kinésithérapeutes, ce qui permet d'avoir des exercices mixtes, libéral et public. Et puis, bien évidemment, il y a l'importance d'associer les masseurs kinésithérapeutes à la réflexion de la prise en charge. Ils ne sont pas que des exécutants, mais sont aussi ceux qui participent à la prise en charge avec les médecins rééducateurs ou avec les restes des équipes médicales. On reste sur l'attractivité salariale. François Régis, on peut parler de votre salaire, vous, au CHU d'Amiens? Alors oui, donc moi j'ai un salaire qui est négocié puisque je suis contractuel dans la fonction publique, donc je ne suis pas titulaire. Donc je suis en CDI, je touche en net environ 1 700 €. Oui. Un titulaire de la fonction publique, quand il commence à un échelon 2, il est autour de 1 350 € net. D'accord. Donc est-ce qu'on peut prétendre attirer des jeunes kinés à l'hôpital en les payant 1 350 €? Ah, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, hein, on a aussi des problématiques d'études qui sont coûteuses. Quand on arrive dans la vie active avec maintenant 4 ans d'études qui peut-être vont coûter 4 fois 10 000 €,
on se retrouve avec 40 000 € plus les frais annexes à rembourser. On ne peut pas travailler pour ce prix-là. En tout cas, une banque, elle ne paiera jamais. Ensuite, il faut aussi voir un peu l'environnement des autres professionnels de même niveau de formation. On voit qu'aujourd'hui, on atteint 5 ans d'études, de formation. Des IAD ont 5 ans d'études, des sages-femmes ont 5 ans d'études, et elles ont aujourd'hui des niveaux de formation qui sont des niveaux de rémunération qui sont supérieurs. Donc c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Et puis pour faire l'écho tout à l'heure à votre précédente question sur la disparition, est-ce qu'on va disparaître de l'hôpital? Je pense qu'il faudrait quand même faire un petit rappel historique aussi, parce que effectivement, il y a moins de kinés aujourd'hui à l'hôpital et on en manque cruellement, mais peut-être qu'on n'en a pas non plus autant besoin qu'avant. Parce que l'hôpital des années 80, c'est plus celui des années 2010, où on avait des opérations qui étaient extrêmement lourdes, avec une récupération très lente des patients qui étaient très très mal. Aujourd'hui, on a eu l'arrivée du fast-track, puis l'arrivée de la réhabilitation améliorée après chirurgie. On a des techniques qui changent énormément. Le kiné a toujours sa place, mais on n'a pas besoin d'un kiné pour 3 patients, ça c'est certain. Par contre, on a besoin de répondre aux besoins. Et je prendrai un exemple tout simple, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui la législation, elle demande à ce qu'il y ait un kiné qui soit présent 24 heures sur 24, un kiné formé à la réanimation, formé 24 heures sur 24 dans un service de réanimation. Aujourd'hui, je ne sais pas combien d'hôpitaux peuvent se vanter de pouvoir répondre à cette exigence, mais très peu. De nombreux établissements hospitaliers ont fait remonter leurs difficultés à recruter des kinésithérapeutes. Dans le bilan social du ministère de la Santé pour les hôpitaux, la profession de masseur-kinésithérapeute apparaît comme un métier sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les postes ne sont pas pourvus dans leur entièreté, quels que soient les secteurs que l'on rencontre dans le domaine public en tout cas. En pratique, les kinésithérapeutes sont confrontés à différentes problématiques. L'orientation des patients, est-ce que ce patient va bénéficier ou non de soins parce qu'on a un temps qu'on ne pourrait pas lui consacrer? Et la seconde problématique, ça va être le glissement de tâches qu'on peut observer avec des aides-soignants ou des professeurs d'activité physique adaptée qui sont mal orientés dans leur mission. La formation des kinésithérapeutes est impactée, des futurs kinésithérapeutes, puisque ce sont majoritairement les structures de soins qui accueillent les étudiants en stage. Le manque de tuteurs est de plus en plus important puisqu'on a un accroissement du nombre d'étudiants et paradoxalement une diminution du nombre de kinésithérapeutes en poste. On est quand même dans un problème de prise en charge pour les plus faibles, qui est quand même criant, Raymond Lemoigne. Donc avant de répondre à votre question, premier point, nous sommes d'accord pour considérer que les problèmes, donc y a-t-il un avenir à un exercice salarié du masseur-kinésithérapeute en établissement de santé? La réponse est oui. 2, y a-t-il des difficultés? La réponse est oui. Elles sont quand même très variables. On n'a pas les mêmes difficultés dans les CHU que dans les centres hospitaliers. À juste raison, la concentration des besoins de masseurs-kinésithérapeutes dans le secteur de soins aigus des hôpitaux publics, notamment dans les CHU, est en train d'évoluer du tout au tout. Et à telle enseigne, d'ailleurs, par exemple, que dans mon CHU, donc on n'a aucun problème pour assurer une présence 24 heures sur 24 dans les services à normes, notamment les services de réanimation. Mais en fait, c'est même l'alibi et même l'élément qui permet de s'exonérer d'autres contraintes et dire c'est quoi une prestation, une organisation qui garantit 24 heures sur 24 l'accès à des soins de kinésithérapie en dehors des activités normées. En fait, la difficulté que moi je dois relever, elle est celle-ci. Pour répondre aux questions qui sont posées, c'est-à-dire que Martin, à juste titre, a rappelé que les établissements peuvent être un peu ingénieux sur la période de recrutement, c'est-à-dire formation initiale, pour minimiser et intéresser pécuniairement ceux qui vont faire le choix d'aller exercer à l'hôpital avec des modalités très différentes. Et la réglementation permet d'être assez ingénieux dans ce que l'on peut faire. Après, il y a la difficulté du recrutement à l'entrée à l'hôpital. Alors évidemment, votre exemple, vous, est un mauvais exemple, très intéressant à analyser, mais évidemment, dire que le modèle du recrutement, c'est maintenant un CDI pour un emploi qui est normalement un emploi qui, à l'hôpital public, est un emploi de fonctionnaire, là, on tutoie la réglementation. Mais c'est à la limite, c'est intéressant à voir que ce choix est fait. Donc, quels sont les éléments
sur la période de formation initiale, l'intéressement, il y a des dispositifs très ingénieux que l'on peut faire et qui sont socialement très intéressants pour les étudiants en kinésithérapie. Il y a un vrai problème en début de carrière à l'exercice salarié à l'hôpital public. Vous l'avez traduit, pas comme je l'aurais voulu, mais vous l'avez bien traduit. Après, la question, c'est comment on travaille sur une trajectoire professionnelle. C'est quoi une carrière à l'hôpital public? C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, à un moment donné, il faut se poser la question sur avoir envie de rester à l'hôpital. Donc vous avez déjà illustré le propos en disant que l'on vous a donné... Vous avez envie, vous restez à l'hôpital. Mais on vous a intéressé aussi à un parcours universitaire avec l'accès à un master, ce qui est évidemment... de ce point de vue-là, on connaît un certain nombre de précédents à Amiens ou à Grenoble, et donc les choses sont assez bien connues. Et puis après, le troisième point, c'est quoi un projet d'équipe? C'est-à-dire comment on garantit à un kiné de s'identifier à un projet d'équipe, à un projet de service. Bon, et alors le mieux, quand il peut aussi s'identifier à un projet d'établissement. Donc, si je comprends bien, et ça rejoint aussi ce que disait Martin Hirsch, la solution passe par la mise en place de parcours universitarisants qui permettent aux kinés de s'intégrer dans des équipes de recherche et qui participent ainsi pleinement à la vie de l'hôpital. Tous les kinés n'ont pas vocation à s'inscrire dans un parcours universitaire, mais les kinés qui en ont l'envie, l'ambition, qui en ont la curiosité, qui souhaitent participer au développement des compétences et des connaissances de leur exercice, de leur métier, et qui, en plus, considèrent qu'ils peuvent participer à la vie de leur établissement avec ce type de parcours, doivent être accompagnés. Et c'est la raison pour laquelle, dans les CHU, il faut qu'en accord avec nos facultés de santé, on arrive à trouver des dispositions qui permettent de créer cet intéressement et ce type de gestion de trajectoire professionnelle. Donc, les difficultés de recrutement de la kinésithérapie à l'hôpital public sont connues, sont préoccupants. Ils ne sont pas généralisés dans tous les établissements. Un très grand nombre d'établissements ont réussi à échapper à ces difficultés. De façon assez classique, il y a 3 façons d'intervenir. Soit vous créez des conditions d'intéressement pendant la formation initiale pour donner avis aux étudiants en master kinésithérapie d'aller à l'hôpital public, quitte à créer des dispositifs d'intéressement financier. La deuxième façon de garder et de donner envie, c'est de donner la possibilité de gérer une carrière à l'hôpital. 30 ans à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans? On ne peut pas considérer qu'on garde le même exercice pendant 30 ans. Et le dernier point, c'est donner la possibilité à des kinés d'accéder à des postes de responsabilité ou d'avoir des activités associées, mixtes, voire une activité de recherche ou avec l'université. Alors l'hôpital, il est aussi essentiel, vous y avez fait allusion, pour apprendre aux futurs kinés à travailler en interprofessionnalité. Manuel Valls a fait en début d'année des propositions qui vont plutôt dans ce sens. Si je ne dis pas de bêtises, Martin Hirsch? Oui, qui doivent aller dans ce sens. Et, pardon, je profite du micro pour rebondir sur ce que vous disiez sur la place des kinés et l'évolution par rapport aux évolutions de la chirurgie ou des cas lourds. Moi, je crois que ces évolutions appellent plutôt plus de kinés. Je vais vous donner quoi. La chirurgie ambulatoire, sans la possibilité d'avoir vu avec les kinés quelle sera la suite, ne se développera pas comme elle doit se développer. Donc je pense que les changements de prise en charge ne latéralisent pas les masseurs kinés. Alors, effectivement, ils les gardent dans le jeu, ils les remettent dans le jeu, peut-être dans un jeu différent du jeu traditionnel tel qu'on l'a connu dans nos jeunes temps, mais ils ne les latéralisent pas du tout. Ils sont au contraire indispensables. Et le combat qu'on nous demande de mener sur les durées de séjour passe par les kinés. Moi, j'ai des patients qui restent à l'hôpital, notamment dans des services de soins de suite gériatriques, qui restent trop de jours parce que ils passent 3 nuits à l'hôpital pour attendre que le kiné passe. Ce qui est quand même débilissime. Ce qui peut nous conduire, et ça revient à ce qu'on disait dans la table ronde précédente, que l'organisation entre la ville et l'hôpital doit être revue, comme elle doit l'être pour d'autres professions de santé, bien évidemment, tout le raisonnement en parcours de soins, mais que le parcours de soins soit dicté par la présence ou non des professionnels, ça c'est juste impossible. Alors sur le décloisonnement
entre l'hôpital et le secteur libéral. Jean-François Dumas disait dans le reportage qu'on a vu qu'il fallait modifier le statut de la fonction publique pour permettre à des kinés de se partager entre l'hôpital et une activité libérale, tout en profitant des avantages de la fonction publique. Votre avis là-dessus, Raymond Lemoigne? Il y a une réflexion statutaire. Les choses, vous savez que notre fonction publique est régie sur un principe qui est que lorsqu'on devient agent public, on doit l'exclusivité de son temps à son employeur. Et donc la question est, est-ce que pour certains métiers, ce dogme-là, ce principe très fort, doit évoluer? Martin, tout à l'heure, a rapporté que lui, son enjeu, c'est comment il arrive à recruter des kinés salariés, mais aussi comment il crée les conditions d'intervention de certains kinés à la vacation. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il faut franchir un pas complémentaire et imaginer ou faciliter des exercices mixtes tout en respectant les grands principes de la fonction publique? Ça, c'est un travail qu'il faut mener avec des organisations syndicales et les discussions sont en train d'évoluer, hein, et notamment pour les professions de la filière de rééducation. Oui, François-Régis, votre avis là-dessus sur la mixité? Effectivement, c'est une des pistes qu'on peut trouver, puisque notamment les jeunes diplômés ont une envie de diversification. Ils souhaitent avoir leur propre activité d'un côté, et puis bénéficier de tout ce que peut leur apporter l'hôpital, c'est-à-dire une interdisciplinarité, c'est-à-dire un travail en équipe, c'est-à-dire également des pathologies spécifiques qu'ils ne rencontreront pas dans leur cabinet. Et des plateaux techniques, bien sûr. Paradoxalement, on peut parler de la législation. Effectivement, il y a des discussions en cours. Il y a aussi la loi de déontologie des fonctionnaires qui a durci les conditions de cumul d'activités en janvier. Et donc, du coup, des fois, on a l'impression qu'on va sur deux plans en sens inverse. Donc, après, il faut voir ce que ça donne. Oui. Monsieur Lemoigne. Moi, je défends le CHU de Toulouse. Voilà. Alors, pour être, là, vous êtes un peu sévère, parce que bon, il se trouve que cette loi, je la connais un tout petit peu. La loi a durci les conditions de cumul de rémunération. Et donc, elle n'intervient pas sur... Donc, c'est normal de dire à un moment donné qu'on ne peut pas faire 2 temps pleins en 35 heures. Voilà, c'est ce que dit la loi. La question qui est celle qui nous est posée, c'est-à-dire être un pas plus imaginatif dans des parcours professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui disent qu'ils peuvent trouver à s'épanouir avec un exercice mixte. Il y a des problèmes de recrutement à l'hôpital public. Vous mettez ces 2 éléments face à face, il n'y a pas d'état d'âme pour moi, il faut faciliter l'exercice mixte. C'est une façon de mieux répondre aux besoins et aux aspirations des uns et des autres. Oui. Oui, il faut dire que c'est une question hyper difficile, quoi. On ne peut pas la balayer et la traiter d'un revers de main, pour plein de raisons. La première, c'est que il y a la question du précédent par rapport à d'autres professions qui pourraient demander la même chose. Donc c'est pour ça que je prenais un air effaré. Non, mais je ne vais pas vous dire... Pourquoi est-ce que ça ne va pas se faire demain, etc. Il y a ça, d'une part. Il y a d'autre part... Vous pensez à qui quand vous parlez d'autres professions? Je ne vais pas les citer pour ne pas les inciter. Non, mais ils ne sont pas là, donc on peut en parler. Non, mais il y en a plein qui peuvent. Premièrement. Deuxièmement, on a des expériences ratées. Hein. Je pense à ce qui s'est passé dans le domaine dentaire, etc. etc. Ça ne marche pas toujours bien. Comment? Non. Où, du coup, l'exercice hospitalier devient quelque chose sur lequel on est censé y passer 5 heures, on n'y passe que 2 heures, on recrute ses patients pour son exercice libéral, et donc plus personne, on ne s'y retrouve plus. Donc on ne peut pas avancer dans cette voie-là sans être sûr qu'on s'y retrouve, et s'y retrouver sans mettre en place des flicages qui deviennent pires que la solution. Voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un sujet facile en claquant des doigts. Je voudrais qu'on revienne un instant sur l'interprofessionnalité, ce que permet théoriquement le secteur hospitalier, et avoir, vous, votre témoignage, votre expérience, François-Régis. Donc, je vais parler de mon métier, dans ce cas-là, c'est le plus simple. Pour ma part, donc, je travaille en chirurgie digestive. On a mis en place depuis 1 an des protocoles de réhabilitation améliorée après chirurgie.
ça demande un travail en équipe. C'est-à-dire qu'on doit se voir une fois par semaine, tous ensemble, où on essaye de voir quels sont les objectifs pour le patient, avec des objectifs en termes d'autonomie, en termes de développement de sa marche, de son alimentation, également de l'amélioration de ses paramètres ventilatoires pour ce qui me concerne, mais c'est également un échange avec l'assistante sociale pour savoir qu'est-ce qu'on va prévoir pour ce patient à la sortie, qu'est-ce qu'il a besoin. Ça va être un échange avec l'équipe médicale en disant « Ah, bah, il m'a rapporté quand même ces douleurs, il a ces dysfonctionnements-là, quelle est votre vision, quelle solution vous pouvez apporter ?» C'est un rapport avec les aides-soignantes qui, elles, vont nous apporter tout ce qu'on ne voit pas parce qu'elles sont toujours là auprès du patient. Donc on a une sorte de main, c'est notre main de kiné, avec 10 têtes autour de nous qui nous aident à penser et qui nous aident à être encore plus efficaces. Quels sont les problèmes, vous, de votre expérience concrète? Où sont les blocages? En termes de recrutement ou en termes de pratique quotidienne? En termes de pratique quotidienne, alors il y a un blocage qui est organisationnel, ça c'est certain, puisque c'est une vision personnelle, hein. Je pense que l'organisation des soins de kiné à l'hôpital, elle est un petit peu dépassée. On avait quelques années un fonctionnement qui était assez corporatiste avec des moniteurs cadres en massokinésithérapie qui progressivement ont laissé la place à des cadres de santé qui sont de moins en moins kinésithérapeutes et de moins en moins, et puis c'est pas moi qui le dis, hein, il y a un rapport de l'ONDPS sur la question, qui ne sont pas capables d'analyser notre pratique. Et donc, du coup, ils ne sont pas à même de répondre à nos besoins. Et donc, on se retrouve avec une gestion administrative de notre fonction, avec des difficultés énormes à faire entendre nos besoins. Et puis, les kinés dans un hôpital, c'est, je sais pas, ça doit être 0,3% de l'effectif, même pas. Se faire entendre, c'est très, très difficile quand on a toute une hiérarchie qui est infirmière à côté. Et qui ne comprend pas, parce qu'on ne parle pas le même langage. Raymond Lemoine, comment les kinés se font-ils entendre au CHU de Toulouse? Alors, nous avons des cadres et des cadres supérieurs kinés, donc évidemment c'est un petit peu plus facile de ce point de vue-là que de les entendre, mais en fait la question elle est véritable, c'est-à-dire que comment dans un établissement de santé, dès lors que la fonction de cadre qui est opposable au kiné peut être occupée par des non-kinés, et qui ne connaissent pas forcément le métier, effectivement, il y a un vrai problème de reconnaissance, de représentation et à un moment donné de capacité à porter de projets collectifs pour la profession. Vraiment, le micro, parce qu'on me dit qu'on ne vous entend pas forcément bien dans le fond de la salle. Oui, désolé. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que, évidemment, moi, je suis dans un CHU où j'ai de l'encadrement supérieur dans la profession. Donc, évidemment, je les connais, j'arrive à travailler avec eux. Et donc, il y a une facilité de défendre la composante d'un projet de kinésithérapie dans un projet institutionnel. La difficulté, elle est que, évidemment, à l'hôpital, on a inventé une fonction de cadre, une fonction qui a de l'intérêt, hein, qui est que le kiné peut référer professionnellement à un cadre qui n'est pas issu du métier de kiné. Donc, je comprends évidemment que ça peut poser des soucis. L'expérience que j'ai dans les établissements de santé m'amène plutôt à rapporter que la vraie question est quelle est la contribution du kiné à un projet d'équipe? Est-ce qu'il y a la reconnaissance de la place des kinés dans des projets d'équipe, de projets de service, qui en chirurgie digestive, qui en réanimation? Et puis après, on mouline un dispositif. Et puis évidemment, il faut amender qu'on crée un processus pour que, dans un projet de soins institutionnel, la composante et la contribution de la profession soient visibles, permettent une valorisation et une identité professionnelle qui donne envie, effectivement, de s'engager. Après, tout ça renvoie évidemment à l'histoire des établissements de santé, à la façon dont les établissements de santé ont construit la gestion de leurs fonctions d'encadrement. C'est une difficulté, mais elle n'est pas spécifique à la kinésithérapie. Elle est également restituée par d'autres professions paramédicales. Martin Hirsch, plus globalement, j'aimerais bien qu'on s'interroge un peu sur l'avenir, le devenir de l'hôpital. Est-ce qu'il ne risque pas de devenir un super plateau technique d'orientation au détriment du facteur humain? C'est toute la crainte qu'on entend sur des évolutions qui, à mon avis, peuvent être des évolutions positives. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement l'importance du plateau technique, bien sûr,
la dissociation de plus en plus forte du rôle hôtelier et du rôle soignant. Hein, c'est intéressant quand on fait des enquêtes dans nos hôpitaux faites par les soignants sur qui doivent, pas simplement en chirurgie par rapport à la chirurgie ambulatoire, mais qui a vraiment besoin de dormir à l'hôpital. Il y a une proportion non négligeable pour laquelle le motif de dormir à l'hôpital, c'est avoir l'examen le lendemain matin, ce qui n'est pas un motif légitime. Donc cette réflexion fait évoluer effectivement la notion même de séjour du patient à l'hôpital. Mais de l'autre côté, moi, ce que je vois, et ce qui, à mon avis, va se prolonger, c'est qu'on passe d'un modèle dans lequel l'hôpital avait une relation avec le patient qui commençait le jour où il rentrait dans ses murs et se terminait le jour où il en sortait. Maintenant, à la fois les patients changent, puisqu'ils ont souvent des pathologies au long cours, et les séjours eux-mêmes rétrécissent. Mais pour autant, la relation de l'hôpital avec son patient ne va pas se restreindre au moment où il est hospitalisé. Son dossier va être gardé, les relations avant-après, les relations avec les autres professionnels hors hospitalier se nouent, jamais aussi vite qu'on le souhaiterait, etc. Donc cette dimension est une dimension humaine et de relation dans la durée entre l'hôpital et les autres équipes de prise en charge et avec les patients, qui, à mon avis, au contraire, peut renforcer le lien humain. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, c'est vraiment ce vers quoi on va si on ne se plante pas. Alors si on passe à côté de ça, effectivement, on peut se transformer en une machine un peu technique où on vient, on sort. Mais ce n'est pas notre volonté, et ce n'est pas ce que je ressens aujourd'hui dans ce qui se dessine et ce qui commence à s'organiser. On évoquait la télémédecine tout à l'heure, mais tout ce qu'on met en place autour des dossiers médicaux et des données fait que l'hôpital s'intéresse aux patients, même quand il n'est pas chez lui. Pas au détriment de la prise en charge par d'autres. Hein. Mais, Comment vous ressentez les choses, vous, Monsieur Lemoigne? Vous croyez au renforcement du lien humain? Oui, pour la même raison que Martin hier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'on a trop une vision de l'hôpital, où à l'hôpital, c'est soit des actes professionnels, soit des séjours d'hospitalisation. L'hôpital est en train d'évoluer. Toutes les disciplines vont devoir modifier les conditions d'organisation, de prise en charge de patients chronicisés. Et donc la question qui va être posée à l'hôpital, c'est quels sont les nouveaux types de prestations que l'hôpital va devoir réaliser, sans se mettre à la place, évidemment, des professionnels libéraux ou d'autres acteurs médico-sociaux. Et donc, la question de la surveillance, ou en tous les cas de la responsabilité de l'établissement sur un parcours de soins du patient chronique à l'extérieur de l'hôpital est posée. Sous quelle forme? Dans le respect des modes d'intervention des professionnels libéraux. Et ça, c'est une vraie question, parce que ça signifie qu'il faut tout repenser, la responsabilité d'hôpital, la façon d'intervenir, y compris son mode de financement. Autrement dit, pour répondre à votre question, pourquoi y aura-t-il, il ne faut pas craindre ce processus implacable de technicisation ou d'inconcentration de l'hôpital sur son plateau technique, parce qu'en fait, la responsabilité de l'hôpital va devoir évoluer et va devoir imaginer d'autres modes d'intervention. Est-ce que vous, à votre niveau, François Régis, vous observez une évolution qui va dans le sens de ce que disent Martin Hirsch ou Raymond Lemoigne? Quand j'entends plus d'humains, parfois, on connaît tous la situation des effectifs de manière générale dans les hôpitaux, notamment les effectifs soignants, et je ne peux pas dire qu'il y a plus d'humains. Les infirmières, notamment les aides-soignants, sont extrêmement demandées et affairées toute la journée, et c'est leur première plainte, c'est qu'elles n'ont plus assez d'humains avec le patient. Pour ce qui est de la prise en charge vraiment du patient proprement dit, est-ce qu'on est très technique ou pas, fort heureusement non, puisque on les équipe et par déontologie et parce que c'est notre métier,
quand on voit un patient arriver, on va prendre son dossier médical, on va regarder ses antécédents et on va essayer de le prendre en charge comme il se doit. Et donc, de cet aspect, c'est humain. Le patient arrive avec un problème qui peut être spécifique, mais on va peut-être s'intéresser aussi à ces autres problèmes pour essayer qu'il soit mieux après et qu'il soit soigné avant tout. Sur l'humain, alors vous parlez beaucoup, vous croyez au renforcement de l'humain, etc. Est-ce que quand même l'hôpital aujourd'hui, on ne vous demande pas de plus en plus de les gérer comme des entreprises? Donc en faisant primer la rentabilité, l'équilibre des comptes, ce genre de paramètres. Est-ce que vraiment l'humain prime? Oui. Non, mais oui, oui et oui. Et on a un garde-fou précieux qui est la conscience éthique des professionnels. Attendez, moi je débarquerai dans les hôpitaux de la paix en leur disant je vais vous screener vos patients et vous me virez telle ou telle catégorie, etc. Ce qui ne me viendrait pas à l'esprit, bien évidemment, mais je serais, et très heureusement, extrêmement mal reçu. Donc, on n'est pas une entreprise, on n'a pas des actionnaires qui nous demandent de cracher pour aller mettre l'argent ailleurs. On a des missions qui sont des missions de service public et qui font que les professionnels travaillent chez nous et pas ailleurs. On a une fierté de faire ce qu'on a à faire, et par ailleurs, on a équilibré nos comptes. Mais équilibrer nos comptes, ce n'est pas la définition d'une entreprise. Une entreprise, d'ailleurs, lucrative, ne cherche pas à équilibrer les comptes. Elle cherche à rémunérer le plus possible les détenteurs de capital. Et nous, ce n'est pas notre objectif, loin de là, quoi. C'est complètement étranger. Mais équilibrer les comptes, c'est pour une raison simple, quoi. Moi, je dis souvent, les patients qui sont chez nous, c'est à la fois nos clients et nos financeurs. Je veux dire, on a à prendre en compte cette double dimension des patients qui sont chez nous. Moi, je m'intéresse souvent à traduire en combien d'heures ont dû travailler des gens payés au SMIC pour financer telle opération, telle intervention, telle journée. Voilà, donc on est aussi dépositaire de l'argent des assurés sociaux, qui est notre financement. Donc c'est pas schizophrène, c'est pas d'un côté des gens qui seraient financeurs et qui n'auraient rien à voir avec nos patients. Je ne sais pas si je suis clair dans cette idée-là. Donc le fait de travailler sur l'efficience, de rendre des comptes, est simplement lié à la nature d'une assurance maladie et d'un service public qui sont les deux facettes d'un même rapport du citoyen à son système de santé. Mais vos patients sont aussi des clients. Je l'ai utilisé dans ce terme-là. Nous, on ne l'utilise jamais parce qu'effectivement, je l'utilisais quand je découpais mon citoyen en financeur et en client. Mais nos patients, on ne les définit jamais comme des clients au sens où on se dirait qu'est-ce qu'ils peuvent nous rapporter financièrement. Raymond Lemoine, c'est également votre perception. Ensuite, on va ouvrir la discussion à la salle. Oui, il faut se méfier quand même de discours un petit peu trop simplificateurs qui disent désormais que le directeur d'établissement est renvoyé à une fonction de réduction des coûts et puis peu importe la trajectoire qu'il utilise ou la façon dont il procède, il doit rendre des comptes et donc c'est le seul objectif qui l'anime. Voilà. Je pense qu'effectivement qu'on évolue dans un environnement qui nous est singulier. Être directeur d'établissement public de santé, ce n'est pas la même chose que diriger une entreprise pour toutes les raisons qui ont été ici rapportées. Et pour vous donner pourquoi je souhaiterais vous en convaincre, c'est qu'il n'est pas interdit, il est même très sain d'interroger une équipe, un responsable, sur ses pratiques et sur les dépenses qui en sont la résultante. Et l'histoire, l'expérience montre que les équipes qui répondent le mieux à l'interrogation sur la façon dont ils utilisent leurs ressources sont systématiquement les équipes qui ont les meilleurs résultats cliniques
qui sont systématiquement les équipes où il y a les meilleures conditions de travail en termes de qualité de vie au travail, où il y a un sentiment d'adhésion et de reconnaissance. Ce que je veux dire, c'est que, comme par hasard, dans un établissement, le service qui accepte le discours ou la responsabilité financière est aussi le service où il fait bon vivre, est aussi le service, et pas parce qu'il a plus de moyens que les autres, mais parce qu'il accepte de s'interroger. Et que il y a une spirale forcément alignée entre celui qui sait où il veut aller et celui qui sait s'interroger sur ses dépenses et ses recettes. Et c'est la raison pour laquelle la fonction de directeur d'hôpital n'est pas celle qui consiste à rendre des comptes à un actionnaire. Bien, alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent réagir, prendre la parole? Oui, deux mains ici qui se lèvent, 3, 4... Oula, il y a beaucoup de réactions. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, concis dans les questions, concis dans les réponses. Bonjour, Nabil Elhachem, je suis kinésithérapeute à Montrouge. Ma question est pour Monsieur Lemoigne. L'épanouissement de la profession passe aussi par la recherche, c'est le sujet d'après, et passe par écrire, par la publication. Votre service de kinésithérapie, combien de publications a fait depuis 2 ans ou 3 ans dans des revues à fort impact? Donc je n'en sais strictement rien. En revanche, ce que je peux dire, c'est que les kinés du CHU de Toulouse ont accès à l'ensemble des services que propose la direction de la recherche clinique et de l'innovation, c'est-à-dire une aide méthodologique à l'écriture d'articles, une aide méthodologique pour, le cas échéant, récupérer des données, et une aide méthodologique, y compris pour, le cas échéant, s'il fallait faciliter la publication d'articles. Voilà. Autrement dit, la responsabilité de directeur de l'hôpital, c'est de considérer que, à un moment donné, les services supports qui sont organisés pour faciliter la diffusion d'une culture de la recherche est également accessible à la totalité des professionnels de santé et pas uniquement à la communauté médicale ou à la communauté des hospitalo-universitaires. Merci. Monsieur. Oui, bonjour. Yvon Tourjanski, donc je suis président de l'URPS Kiné Île-de-France. Donc je remercie Martin Hirsch de nous associer à tous les travaux sur l'ambulatoire et sur les réflexions de l'intégration des libéraux dans ce système hospitalier public. Une question, juste une réflexion, c'est que là on parle beaucoup d'hôpital public, mais en fait l'hôpital pour le patient, il ne sait pas forcément qu'il est public. Il y a le privé à but non lucratif, il y a le privé, et aujourd'hui il y a aussi les pôles de santé libéraux. Et en fait, la kinésithérapie dans ce monde-là évolue avec des statuts différents et des rémunérations différentes. Donc c'est vrai qu'on a parlé des rémunérations de l'hôpital public, de la PHP, avec ce que vous faisiez, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une attractivité. Il serait bon de voir aussi ce qui se passe ailleurs, parce que le privé, c'est vrai qu'il rémunère ses actionnaires, mais parfois aussi, il valorise ses professionnels. Et les professionnels s'y sentent bien parce qu'ils sont valorisés et qu'il y a une attractivité et des projets d'équipe et des publications, pour revenir à ce que disait sur mon confrère Nabil Elhachem. Donc la question c'est ça, c'est-à-dire est-ce que vous avez la volonté aussi dans le public, que ce soit le public je dirais hospitalier, global, public et le public APHP, d'avoir cette volonté de créer une dynamique d'équipe qui ne soit pas uniquement une dynamique pour répondre à un soin ou un professionnel. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire que toute la filière de la rééducation, et dont François Régis a parlé en allant jusqu'à l'animation du cadre de santé, va aussi jusqu'à la direction des soins. Et en fait, c'est cette animation-là dans laquelle doit éventuellement pouvoir s'intégrer, avoir un projet de kinésithérapie pour les kinésithérapeutes qui soient en sortie d'école ou qui soient plus âgés, à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Voilà, donc ce projet-là, aujourd'hui, il y a des exemples dans le privé. Il y a l'ouverture des plateaux techniques qui a été faite en Ile-de-France avec une démarche de l'ARS qui était importante, qui est issue d'un groupe de SSR privé. Donc est-ce que le public a la volonté et regarde un peu ce qui se passe ailleurs? Voilà. Martin Hirsch. Alors, oui, on regarde ce qui se passe ailleurs. Oui, on a tout à fait le souhait de pouvoir intégrer, comme le disait Raymond aussi, les kinés dans la dimension projet de soins, projet d'établissement. Mais l'autre sujet que vous avez pointé, qui sont la valorisation financière dans les établissements privés à but non lucratif ou dans les établissements privés, ça ne concerne pas que les kinés, hein, ça concerne toutes les professions et toutes les professions médicales, qui est un des sujets et un des paradoxes qui fait que
à 2 pâtés de maison dans Paris et dans d'autres endroits, un patient aura exactement la même prise en charge dans des établissements dont certains ont la possibilité de payer plus cher leurs professionnels. Et donc, on subit un mode de concurrence asymétrique qui est extrêmement compliqué pour toutes les professions. Donc, on est effectivement obligé de compenser par les modes d'attractivité non monétaires que sont la participation à des programmes de recherche, à des prises en charge plus complexes, à de la pluridisciplinarité, à de la formation, à des évolutions de carrière, etc. etc. Là-bas, monsieur, tout là-haut. Dominique Pelka, conseiller ordinal. On a abordé une mission essentielle de l'hôpital, c'est celle du soin. On vient d'évoquer très brièvement la question de la recherche. Il me semblait qu'il y avait 3 axes autour de l'hôpital, le soin, l'enseignement et la recherche. Quels sont les moyens que vous mettez, messieurs, en œuvre pour que soit assurée cette mission d'enseignement et cette recherche potentielle à côté des soins? Alors, dites-nous comment ça se passe au CHU de Toulouse, monsieur Lemoigne. Donc on a un petit peu de chance à Toulouse, on a une école de masseurs kinésithérapeutes et donc effectivement il y a une certaine facilité pour créer de l'intelligence collective, y compris sur des parcours professionnels, pour les masseurs kinésithérapeutes qui veulent pendant une partie de leur vie professionnelle être enseignants ou revenir dans le fonctionnement des équipes hospitalières. Donc les choses se passent plutôt positivement s'agissant de la gestion des cas d'enseignants. Et donc la vraie difficulté pour Toulouse, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut être un peu innovant, en accord avec nos facultés de santé, pour essayer de faciliter l'accès à des cursus universitaires pour les kinés qui le souhaiteraient, en respectant évidemment pour l'instant les conditions qui sont ouvertes par le ministère des universités. Donc ma réponse, elle tient à... on a de la chance parce qu'on a une école, donc ça permet de gérer des trajectoires professionnelles, y compris des parcours pour des cadres de façon assez intéressante. Et mon ambition, ou ce que j'ai déjà rapporté tout à l'heure sur un accès favorisé, facilité à des activités support en matière d'aide méthodologique à la recherche clinique, entendu au sens le plus intéressant et le plus opérationnel, c'est essayer de voir en quoi les facultés de médecine de Toulouse, puisqu'on a plusieurs facultés de médecine à Toulouse, pourraient nous aider à être innovants. Et bon, on a à la fois une proximité géographique et intellectuelle qui, me semble-t-il, va nous permettre d'être un petit peu imaginatif et d'être optimiste sur ce terrain-là. Ce qui, évidemment, est une circonstance un peu heureuse et qu'on ne retrouve pas partout. On continue les questions. Alors, de nouveau devant, mais je ne sais pas si on va pouvoir les prendre toutes, car il y en a beaucoup. Monsieur, allez-y, vous avez un micro. Oui, bonjour, Olivier Cras, cadre supérieur de rééducation au centre hospitalier de Saint-Denis. Je voulais revenir sur la possibilité, justement, pour les kinésithérapeutes salariés dans la fonction publique hospitalière, d'avoir... Levez-vous, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Je suis... Alors, voilà. Ah, vous êtes déjà debout ? Voilà, je monte sur l'estrade. Merci. Vous me voyez? Oui, donc... Non, mais vous êtes sinon, je peux monter sur le siège aussi. Vous êtes d'une taille raisonnable, ne vous inquiétez pas. Donc oui, pour revenir à la possibilité des kinésithérapeutes salariés, qui soient d'ailleurs contractuels ou titulaires de la fonction publique hospitalière, actuellement, le statut de la fonction publique permet cette possibilité de cumul d'activités, avec quand même un cadrage, puisque comme il a été fait mention, la loi je crois que c'est du 20 avril 2016, a redéfini un petit peu cette possibilité-là. Et donc, effectivement, après l'accord du chef d'établissement de la commission de déontologie, il est possible pour les kinésithérapeutes d'avoir un complément d'activité. Donc, c'est un peu création d'entreprise libérale, donc en consacrant donc, en dehors de leur temps salarié des heures, donc sous forme d'activité libérale, en utilisant les plateaux techniques mis à disposition après les heures de service salarié, pour s'occuper de patients qui seraient en soins externes, mais pas des patients hospitalisés. Il faut bien faire la différence.
Et simplement, en fait, la commission de déontologie, enfin telle que c'est fait actuellement, l'autorisation est donnée pour une durée limitée, c'est ça qui est assez étonnant, de 3 ans. Après, il faudrait s'arrêter, attendre 3 ans et refaire une demande au bout de 3 ans. Donc ça, effectivement, ça peut être très limitant pour une pérennité de l'activité. Mais c'est vrai qu'il y a déjà cette possibilité-là. Et certains établissements sont déjà lancés dans ce projet. Donc, d'ailleurs, c'est en lien avec ce que disait M. Tourjanski sur le guide un petit peu de cadrage de l'Agence régionale d'Île-de-France, qui a justement mis en 7 points clés un petit peu les possibilités d'ouverture des plateaux techniques pour des kinés, d'ailleurs, qui peuvent venir du monde libéral, ou le monde salarié aussi, avoir un complément sous forme libérale. Très bien, merci pour ce témoignage. Pascal Mathieu, la présidente, qui veut ajouter quelque chose. Oui, moi je voudrais, assez brièvement, j'espère ajouter quelques points. D'abord, je suis... Vous aussi, debout, Pascal. D'abord, je suis ravie de voir que nos alertes ont été entendues, puisqu'on a été, les syndicats hospitaliers, libéraux et nous, vraiment à la pointe de l'interpellation des pouvoirs publics sur les difficultés de l'exercice salarié. Et nous avons été entendus, puisqu'il y a ce groupe de travail qui est en place, qui avance bien et qui doit bientôt encore se réunir. Alors après, il avance. Je ne dis pas qu'il obtiendra tout ce qu'il veut, parce que nous sommes réalistes. Mais nous faisons tout, vous, nous, et heureusement, on travaille ensemble, d'ailleurs, pour essayer d'argumenter et d'expliquer. Mais je suis contente qu'on ait été entendus, parce que c'est vraiment fondamental pour moi, ce sujet de l'exercice salarié, pour la formation des étudiants, pour les patients, mais aussi parce que je voudrais dire qu'il y a un vrai plaisir à travailler à l'hôpital. Moi, j'ai travaillé au CHU de Bordeaux, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur parce qu'on n'y retrouve pas ce qu'on trouve en libéral, même si, après, je suis libérale et j'aime ce que je fais. Donc, il ne faut pas perdre ça. Et j'aimerais que ressort de cette table ronde aussi l'immense plaisir, puisque François et Régis y restent, que nous avons quand nous travaillons dans un hôpital, mais plus précisément dans un CHU. C'est vrai, c'est une chance. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on ait plus de fluidité, nous qui sommes en libéral et vous qui êtes en salariat, parce que très souvent, et c'est le reproche que l'on vous fait, c'est que nous n'avons rien quand nos patients sortent, ou trop tard. Attention. J'ai dit le reproche que l'on vous fait souvent. Et le reproche que l'on peut nous faire à nous aussi, kinésithérapeutes de ville, c'est que vous n'avez rien quand vous recevez nos patients et que nous savons qu'ils vont être hospitalisés. Donc je pense que cette fluidification, je ne sais pas comment il faut l'imaginer, mais elle est fondamentale si on veut que ça marche pour nos patients, entre le secteur de ville et le secteur de l'hôpital. Et il n'y en a pas un qui doit s'exonérer par rapport à l'autre. Hein. Je vais aller aussi devant ma porte. Bien, merci. Une dernière question. Ce sera monsieur là-haut. Donc, je suis Sébastien Guérard, je suis le premier secrétaire général de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs. Donc, une question en 2 volets. La première à Martin Hirsch concernant la stratégie qu'il a mise en place au sein de ses hôpitaux pour essayer d'attirer les étudiants, de les conserver au sein de l'hôpital en les rémunérant sous couvert de contrats d'aide-soignants, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on est sûr qu'on ne met pas ces étudiants en difficulté et qu'on ne les expose pas à tout simplement de l'exercice illégal de la massokinésithérapie, puisque je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours sous couvert d'un kinésithérapeute diplômé d'État. Et ensuite, deuxième question qui concerne le volet non professionnel de santé au sein des hôpitaux. On a quand même malheureusement la sensation à travers la loi de modernisation santé et les décrets qui sont en train d'encadrer l'exercice des enseignants en activité physique adaptée, qu'on est en train de donner un support législatif à ces enseignants NAPA pour intervenir justement au sein des hôpitaux et des établissements. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, on vous a entendu. Voilà, c'est bon. C'était une question pour la première pour vous, Martin Hirsch, sur comment garder les étudiants à l'hôpital. Oui. Comme je le disais, hein, on fait ça pour l'instant avec des petits volumes, dans des conditions dans lesquelles on a bien les garde-fous et on ne cherche pas et on veille à ce qu'on ne fasse pas de l'exercice illégal masseur-kiné par des étudiants. Ça, je vous le garantis à 100% pour tous ceux qui sont dans ce programme-là et qui rentreront. Je voudrais rebondir sur ce que disait la présidente tout à l'heure. On a aujourd'hui un territoire expérimental qui s'appelle territoire de soins numériques
sur une partie de l'Île-de-France, qu'on travaille avec l'URPS d'ailleurs, puisqu'on le porte conjointement, dont l'objectif est exactement celui-là. Donc il y a des moyens d'investissement d'avenir qui ont été faits, qui ont été mis en place, et dans lequel le dialogue entre les libéraux et l'ensemble des hospitaliers, publics, privés, lucratifs, non lucratifs, est l'objet exclusif de ce programme, et dont on pense qu'on en tirera des enseignements qui seront utiles, bien évidemment, pour les autres territoires. Bien. Sur la deuxième partie de la question, vous, peut-être, Monsieur Moigne, on terminera là-dessus. Oui, j'allais dire, la loi dit la chose suivante, on reconnaît la place de l'activité physique sous certaines conditions à fixer par voie réglementaire dans la prise en charge des patients. Point barre. Ce n'est pas la grande révolution du siècle. Donc les vraies questions qu'il faut que vous vous posiez et que nous ayons tous en tête maintenant, c'est est-ce que, dès lors que l'on a dit ça, c'est quelle doit être l'intervention du financeur et la prise en charge par l'assurance maladie? C'est une vraie question. Et la deuxième question, c'est est-ce que pour autant, on porte atteinte à la définition de ce qu'est une profession de santé? À ma connaissance, ni pour la question du financement par l'assurance maladie, ni sur la question de qui est appelé à intervenir en qualité de profession de santé, rien n'a été fait qui peut porter préjudice à la profession de masseur kinésithérapeute.